J'ai le plaisir de vous accueillir ce matin pour le premier anniversaire de la Grande Bibliothèque du Droit, dont je parlerai un peu après dans la matinée, dont nous parlerons à plusieurs. Les plusieurs étant notamment le bâtonnier Pierre-Olivier Sûr, qui nous fait l'honneur d'être ici présent ce matin et qui est l'initiateur, parce que c'est son idée, de faire une grande bibliothèque libre, gratuite, internationale, portant le droit continental, ouverte à tous les barreaux, à tous les citoyens, à tous les juristes, partout sur la planète. Et il en est le meilleur ambassadeur, qui en a eu l'idée et qui m'a, on va dire, refilé le bébé, si je puis me permettre cette expression, il y a 1 an et 3 mois, à peu près, en me disant « Tu as 3 mois pour me monter une grande bibliothèque d'Alexandrie. D'ailleurs, l'idéal, ça serait un Wikipédia du droit. » Et c'est comme ça que nous avons appelé Wikipédia, et c'est comme ça que nous avons démarré le 2 avril 2014. On vous fera ce matin un peu le bilan de là où on en est et des partenariats qui sont en cours de conclusion, qui sont assez jolis, de notre actualité et de pourquoi on est content de fêter ce premier anniversaire. Mon bâtonnier, Pierre-Olivier Sûr, m'a beaucoup, non pas surpris, il me surprend tous les jours d'ailleurs, mais beaucoup surpris l'année dernière en me disant il faut que ça soit libre et gratuit et accessible à tout le monde. Je ne pensais pas être un chantre du libéralisme, mais c'est un chantre du domaine public. Et ça, c'est sûr, c'est un chantre voilà, de la donnée publique, de la transmission, de la volonté véritablement de mettre à disposition. Et donc, il est important de comprendre et de parler du fait que cette bibliothèque, cette grande bibliothèque du droit, est accessible à tous et que surtout, elle ne connaît aucune activité lucrative, commerciale, qu'elle est vraiment la plus ouverte possible, et ce, de façon à venir en aide à ceux qui ont les moins d'accès à la ressource juridique, à la diffusion du savoir, à l'accès au droit. Et en ce sens, c'est très important pour nous d'avoir à nos côtés, non seulement évidemment des blogueurs comme notre confrère Antoine Semeria, qui nous parlera d'un exemple parmi les milliers qui sont abrités de types d'activités ou de disciplines. Lui tient un blog sur le sport. Je l'ai pris délibérément parce que je n'y connais rien et parce que je trouve son truc très intelligent. Alors c'est peut-être parce que je n'y connais rien, il va me rassurer sur le fait que c'est réellement très très bien et pertinent. Et le retour que ça provoque de mettre de la diffusion de données d'actualité jurisprudentielle et gratuite en ligne. Mais surtout aussi, nous aurons Charlie Berthet qui nous fait l'honneur d'être là, qui est le rapporteur au Conseil national du numérique et qui nous parlera également de la diffusion, je pense, de la donnée publique et de l'open data. Voilà. Content de venir prendre la parole devant vous ce matin pour accueillir ceux d'entre vous qui ne sont pas des habitués de cette maison du barreau et pour vous dire que, à la suite d'Emmanuel Pierrat, dont pour le coup le dynamisme n'est plus à démontrer, je pense que notre projet de bibliothèque, de grande bibliothèque du droit, sera une des pierres angulaires, non pas de mon bâtonnat, vous savez, 2 ans ça passe vite, mais de la politique du barreau pour les nombreuses années qui viennent. Quelle était l'idée de départ? L'idée de départ était effectivement de constituer un Wikipédia du droit continental. L'idée de départ était de constituer ici, à partir de cette maison du barreau, une bibliothèque d'Alexandrie du droit continental. C'était extrêmement arrogant, c'était un projet immense, mais c'est à la hauteur de ce que la place de Paris nous offre et de la chance que nous avons de faire partie des juristes parisiens. Le droit civil est un des vecteurs, un des véhicules de croissance du monde de demain au service des locomotives du monde de demain que sont l'Afrique. L'Afrique, dans une génération, c'est 2 milliards d'êtres humains, que sont la Chine. La Chine est passée du communisme au capitalisme par l'acte notarié. La croissance du monde de demain par les locomotives que je viens de vous dire, ça va se faire par le droit. Et par notre droit civil. Et par les juristes français, et en particulier par la place de Paris, qui est déjà, et vous le savez, une des principales places de l'arbitrage dans le monde. Et quand on me dit l'affaire Crédit Lyonnais récente, Adidas, etc., la nullité de l'arbitrage a fait beaucoup de mal à la place de Paris, je réponds non, ça fait beaucoup de bien.
La place de Paris sait couper les branches pourries. Et c'est un gage de sérieux et de sécurité juridique pour l'avenir. Alors, tout cela, au milieu de tout cela, de constituer une bibliothèque, de constituer un outil dématérialisé, de constituer un réceptacle du droit continental, de la norme, de la jurisprudence, de la doctrine, et au-delà, pour les blogs, pour tout ce foisonnement à partir de notre socle juridique, et de le mettre à la disposition du monde par des moteurs de recherche puissants, quelle efficace pour les professionnels du droit. Les blogs, c'est la sentinelle, c'est la veille entre les deux. Il y a ici 1, 2, 3 blogueurs, j'en tiens moi-même spécialisé sur l'édition, qui n'intéresse que quelques toutes petites communautés, mais que ça intéresse. Et puis on a Frédéric Chung, on a Antoine Semeria sur leurs domaines respectifs, qui chaque semaine mettent de l'actualité très législative, réglementaire, jurisprudentielle, il la commente, il l'offre immédiatement en disant voilà, je fais une veille, j'ai trouvé ça. Je les ai invités, on a fait la liste d'une première quarantaine de blogs qui aujourd'hui sont très actifs sur notre bibliothèque, qui sont des vraies sources de savoir. Ce ne sont pas des blogs d'opinion politique, ce ne sont pas des tribunes libres, ce sont des blogs écrits par des juristes spécialisés qui nous parlent du droit maritime, qui nous parlent du droit sportif, qui nous parlent de matières et de rubriques qui sont indexés dans notre moteur de recherche. Ce qui les rend immédiatement trouvables, repérables, compréhensibles, lisibles. Évidemment, tout est signé, tout est daté. Du recours auprès de ce qu'on appelait le livre noir dans ce métier. Le livre noir, ce n'était pas le livre des catastrophes arrivées au barreau et des grandes erreurs judiciaires. Le livre noir, c'est un document qui, quand j'étais bébé avocat, il y a 22 ans, était un gros classeur dans lequel il y avait toutes les formules pour assigner un tribunal, pour ne pas se tromper, pour ne pas faire de nullité, etc. C'était un outil qui n'avait pas été réédité, parce qu'il fallait le mettre à jour, c'était très compliqué, c'est un très lourd travail, et il est désormais mis à jour et en ligne presque entièrement sur la Grande Bibliothèque du droit. Nous ne l'éditons plus en version papier, nous l'éditons grâce à la Bibliothèque du droit. Si vous devez assigner, saisir, j'en sais rien, défendre devant la cour d'assises, c'est la Bibliothèque du droit qui vous offre les formulaires et qui vous dit les modèles pour ne pas faire d'erreur. Elle ne vous dit pas votre dossier, elle ne vous indique ce qu'il ne faut pas oublier comme formule. Et l'air de rien, c'est extrêmement précieux. C'est difficile parce qu'il faut du temps, un petit peu, c'est de publier tous les travaux universitaires qui aujourd'hui sont abandonnés faute d'éditeurs. Qu'est-ce que c'est? C'est d'abord les thèses, évidemment. Le marché des thèses aujourd'hui juridiques est tellement microscopique, je vais y arriver, qu'elles sont abandonnées à un endroit où elles sont répertoriées à Nanterre, où personne ne les indexe ou ne les consulte, à part quelqu'un qui aurait la volonté d'aller vérifier si son sujet de thèse n'est pas déjà pris. Donc autant vous dire que c'est vraiment la perte de savoir que je trouve incroyable. On fait travailler des gens pendant 3 ans, ils soutiennent devant leur famille et 3 professeurs, et c'est perdu pour toujours. Il y avait quelques publications de thèses, mais il faut un prix de thèse, il faut un soutien, il faut trouver un éditeur, ça coûte beaucoup d'argent, et le marché de l'édition juridique n'offre plus cette possibilité. Chers confrères et mesdames et messieurs, merci tout d'abord à Pierre-Olivier de m'inviter, et à travers moi d'inviter le Conseil national des barreaux. Je vais en dire un mot, simplement, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait que des confrères dans la salle, c'est le cas. Alors, Conseil national des barreaux, peut-être autant cette maison est connue de vous tous, autant le Conseil national des barreaux l'est peut-être un peu moins. Comme son nom l'indique, et en fait dans le nom vous avez compris l'institution, cette institution qui a été créée par la loi représente auprès des pouvoirs publics l'ensemble de la profession. Elle marche comme souvent et comme nécessaire sur 2 pieds. Le premier, le barreau de Paris qui vous accueille et qui m'accueille ce matin, et la conférence des bâtonniers qui fédère l'ensemble des barreaux hors périphérique. Merci encore Pierre-Olivier d'inviter un provincial par le titre du Conseil national des barreaux, puisqu'en effet je suis juste de l'autre côté du périphérique, mais là je vous parle au nom du CNB. Je suis extrêmement impressionné de ce que tu, sous ton impulsion, vous avez réalisé sur la Grande Bibliothèque du droit. Je me permets un mot tout à fait personnel. J'ai partagé, je faisais le calcul en écoutant, j'ai partagé très exactement cette année la moitié de ma vie professionnelle entre la profession d'avocat et avant, j'ai eu un autre métier. Je viens du monde de l'édition juridique, donc en partie ces sociétés mercantiles épinglées par Emmanuel, mais il n'a pas totalement tort. J'ai passé en fait la moitié de ma vie à travailler à la diffusion du droit, à travailler d'abord en écrivant le droit,
Et vu la moyenne d'âge de cette assistance, il a été un moment où nous n'avions pas Internet. Ça peut paraître surprenant, mais nous avons su travailler sans Internet, sans BlackBerry, sans même ordinateur. J'ai commencé à travailler dans cette grande maison d'édition, cette vieille maison d'édition, en poussant le stylo, en faisant mes commentaires d'arrêt. Et un des soucis qui était le nôtre, j'ai intégré cette maison d'édition en sortant de la fac à 23 ans, c'était de se dire comment est-ce qu'on fait pour diffuser le savoir. On n'était même pas sur une diffusion internationale. On espérait simplement que nos écrits, que nos bouquins puissent être à un moment donné diffusés. La jurisprudence de la Cour de Paris, il regarde ce que produisent les juristes français. Et cette université rayonne dans tout le monde arabe. Donc c'est essentiel ce qu'a fait Emmanuel avec la grande bibliothèque du droit, c'est essentiel pour le partage du droit civil et pour l'enrichissement de tous ces pays qui sont des pays économiquement dynamiques. On a parlé de l'Afrique aussi. Monsieur le bâtonnier, vous avez parlé de l'espace OHADA. L'espace OHADA, pour ceux parmi nous qui ne sont pas juristes aujourd'hui, c'est une expérience absolument extraordinaire sur le plan de l'histoire du monde, n'ayons pas peur du mot. Il n'y a pas d'autre espace géographique aujourd'hui dans le monde où une unification soit aussi aboutie. Alors qu'on est dans une zone du monde économiquement peu développée, l'espace OHADA aujourd'hui a réalisé quelque chose qu'on n'a pas réussi à réaliser en Europe, c'est une uniformisation juridique. Dans les 17 pays qui ont signé le traité OHADA, 17 pays de l'Afrique de l'Ouest, on parle la même langue, on a la même monnaie et on a le même droit grâce au traité OHADA. La Grande Bibliothèque du Droit était un véritable modèle d'inspiration pour toutes les réflexions du rapport qui concernent les problématiques générales de l'accès et de diffusion du droit. Donc autour de ces problématiques, le CNUM a voulu se poser la question suivante: en quoi le numérique peut nous aider à progresser sur les enjeux d'accès et de diffusion du droit avec en filigrane, et c'est une perspective qui traverse l'essentiel de nos travaux, la question de savoir comment mettre le numérique au service d'une activation des droits, comment rendre ces droits plus effectifs pour renforcer le pouvoir d'agir des individus. Donc le numérique, vous le savez, permet une large diffusion de l'information juridique, qu'elle soit légale, réglementaire, prétorienne, doctrinale, et votre plateforme en est sans doute l'une des meilleures illustrations. Alors, je vais être très bref, donc le petit déjeuner va bientôt se clôturer, puisque j'ai l'immense plaisir d'avoir été invité par Emmanuel Pierrat pour représenter finalement la communauté des blogueurs. J'ai évidemment, lors de la création de la Grande Bibliothèque du Droit, accepté immédiatement la proposition qui m'était faite par Emmanuel Pierrat de diffuser gratuitement mon savoir, alors le savoir évidemment sur un domaine de compétences très particulier que j'estime être du domaine public évidemment, mais également dont la communication me semble plus que pertinente, puisque je suis moi-même passionné par la matière, étant un fervent passionné de sport, et je me suis lancé après un cursus juridique dédié à la matière dans le droit du sport. Et le droit du sport étant finalement pratiqué par très peu de confrères, je me suis rendu compte que très peu d'entre eux évidemment le pratiquaient, mais également communiquaient sur la matière. Donc j'avais un seul concurrent à l'époque, qui était un éditeur juridique d'accès payant, et je me suis rendu compte que finalement je pouvais très facilement le concurrencer et diffuser gratuitement une information sur le droit du sport, qui est une matière foisonnante, qui génère une actualité jurisprudentielle, législative, réglementaire très très importante. Tous les jours j'ai de quoi alimenter mon blog, évidemment. Alors à côté de mon activité, je suis obligé de privilégier cette activité-là, mais quand j'en ai un peu le temps, j'essaye d'écrire sur la matière du droit du sport. Donc, en fait, pour moi, la communication gratuite, c'était une évidence. Si je veux faire un chiffre d'affaires, bien évidemment que ça sera autrement. Ça sera par la relation clientèle, mais certainement pas par une diffusion payante d'un savoir qui me semble essentiel. Cette bibliothèque, enfin, parce que j'ai peut-être pas assez insisté, mais vous l'avez compris, hein, elle s'adresse à la fois aux avocats, aux juristes en général et aux citoyens aussi en particulier. Hein. Elle doit être lisible par tous les niveaux de lecture, et moi je considère qu'il n'y a pas un droit savant à isoler de la vulgarisation ou de choses très concrètes. Je tiens un blog sur Livre Hebdo que je rebascule ensuite avec l'accord de la rédaction, qui est accès gratuit, libre,
sur le droit de l'édition, et c'est de la vulgarisation. Je ne fais pas de notes de bas de page qui feraient 4 lignes renvoyant aux jurisclasseurs ou à je ne sais trop quoi. Je considère qu'il faut parler à des professionnels ou à des citoyens qui s'intéressent, à des auteurs et à des éditeurs. Et donc, la bibliothèque, c'est aussi bien de la thèse et de l'article savant que de la simple information pédagogique et citoyenne. Voilà. À l'idée de pouvoir accéder à la grande bibliothèque du droit. C'est-à-dire qu'avec la grande bibliothèque du droit, on va partager avec 17 pays d'Afrique de l'Ouest en plein développement économique la formidable culture juridique civiliste. Et je crois qu'arriver à ce résultat magnifique au bout d'un an d'existence, c'est déjà un magnifique succès. Donc bravo Emmanuel et bravo à la grande bibliothèque du droit, et continuons ensemble pour faire rayonner le droit civil, la famille des juristes francophones dans le monde.